passe à la quatrième alerte, mais je vais aller vraiment très vite, vous allez voir. La question du désir, la question de savoir ce qu'est apprendre, de savoir ce qu'est savoir, pardon, de savoir ce qu'est apprendre, un mot pour dire d'aller au-delà et de savoir ce qu'est penser. Globalement, pour moi, et je vais dire des banalités, la pensée, c'est l'entrée à la fois dans le sursis et dans le symbolique. Le sursis d'abord. Le sursis, c'est le sursis à la pulsion pour pouvoir construire du désir. La pulsion, c'est le tout de suite, c'est l'immédiateté. C'est la réponse immédiate. Il n'y a de pensée que par le non-passage à l'acte, c'est-à-dire que par le refus de l'immédiateté et que par l'apprivoisement de la temporalité. À cet égard, je ne fais pas partie de ceux qui stigmatisent l'usage du numérique parce qu'il est en temps réel et qu'il promeut l'immédiateté. Mais je fais partie de ceux qui demandent à ceux qui utilisent le numérique d'introduire cette préoccupation du sursis, de différer, pour pouvoir permettre l'émergence de la pensée. Si vous préférez, quand vous recevez un mail sur une liste de diffusion, vous pouvez répondre dans l'instant à toute la liste de diffusion, je n'ai rien à faire, ou être encore plus grossier, et accumuler ainsi dans la boîte aux lettres de vos interlocuteurs un certain nombre de courriels qui feront que tous les courriels qui arriveront se trouveront noyés dans la masse des éléments insignifiants qu'il reçoit tous les jours. Ou bien vous pouvez utiliser la case brouillon et commencer à réfléchir à une réponse argumentée que vous relisez le lendemain et que vous n'envoyez que le surlendemain, une fois que vous l'aurez relu 2-3 fois, et même fait relire par un collaborateur ou quelqu'un avec qui vous travaillez pour en vérifier la pertinence. Vous voyez bien que l'émergence de la pensée suppose précisément ce travail sur le sursis, ce travail sur la temporalité. Et que dans un monde de l'immédiateté, du tout de suite, il y a pour toute institution qui veut apprendre à penser une résistance à l'immédiateté qui est consubstantielle de sa mission. Consubstantielle au sens où la pensée ne s'immisce que par le sursis au passage à l'acte. Que par le sursis à la pulsion et à la réalisation immédiate de la pulsion. Nous sommes entrés, c'est mon collègue Bernard Stiegler, bien plus compétent que moi sur ces questions qui le dit, dans le troisième âge du capitalisme, après le capitalisme industriel, celui de Zola, après le capitalisme financier, celui qui est en train d'agoniser sous nos yeux, mais qui a encore de beaux restes. Nous sommes, dit-il, dans le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire dans le capitalisme dont la matrice est la pulsion, c'est-à-dire le tout de suite, immédiatement, le caprice mondialisé, la pulsion d'achat et la réactivité immédiate, conçue comme prototype de l'identité humaine. Et il attire notre attention très justement sur le fait que la pulsion n'est pas le désir. Il n'est pas interdit d'avoir des pulsions, nous avons tous des pulsions de meurtre, les psychanalystes nous le disent. Fort heureusement, ils nous disent même que si nous n'avons pas de pulsion de meurtre, c'est que nous sommes malades, donc il vaut mieux avoir des pulsions de meurtre. Mais le fait d'avoir une pulsion de meurtre n'autorise pas à passer à l'acte et à tuer quiconque. Ce qui suppose qu'entre la pulsion de meurtre et le passage à l'acte, il faut une boîte noire. Alors appelez-la comme vous voulez, l'âme, la conscience, la raison, tout ça c'est votre problème personnel. Mais il faut une boîte noire qui fait que nos pulsions, nous ne les réalisons pas tout de suite. La question c'est, est-ce qu'on contribue à développer la boîte noire entre la pulsion et l'acte, ou est-ce qu'on contribue, avec les usages que nous faisons du numérique, à écraser la boîte noire entre la pulsion et l'acte? Si nous développons la boîte noire, nous apprenons à penser. Si nous écrasons la boîte noire, nous n'apprenons pas à penser, nous écrasons la pensée. Cinquième question, après celle du désir, celle du savoir, celle de l'apprendre, celle de la pensée, celle de ce qui fait société.
Je suis particulièrement sensible, y compris à la place où je suis aujourd'hui en tant que vice-président d'une région chargée de la formation, à la montée en charge et à l'explosion de ce qui, à mon avis, n'est pas un concept, mais une notion extrêmement ectoplasmique, celle d'individualisation. Je suis intéressé par l'individualisation. Les pédagogues ont toujours été très intéressés par l'individualisation, ne serait-ce que parce qu'ils disent qu'il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Cela va de soi. Enfin, ça va de soi. Ça va de soi pour vous, pour moi. Bon, ça ne va pas forcément de soi pour les grands systèmes éducatifs. Mais c'est vrai, il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière, et j'ai moi-même, dans mes premiers travaux, formalisé que je pense être plus un concept, celui de pédagogie différenciée, pour précisément répondre à la différenciation des manières d'apprendre. Pas seulement des temporalités, il ne s'agit pas simplement d'apprendre plus ou moins vite, hein, mais aussi des manières. Il y a des gens qui apprennent de manière plus inductive, d'autres plus déductive, d'autres en étant plus dépendants du chant, d'autres en étant moins dépendants du chant. Il y a des gens qui apprennent de manière plus auditive, d'autres plus visuelle, d'autres plus kinesthésique. Il y a des gens qui apprennent de manière segmentée, par petits segments, d'autres de manière massée. Il y a des gens qui apprennent en ayant besoin d'un contrôle permanent, d'autres en ayant besoin d'être laissés livrés à eux-mêmes pendant longtemps et de n'avoir de contrôle que de manière relativement espacée, etc. On peut combiner toutes ces variables, on arrivera à définir ce que nous appelons dans notre jargon des stratégies d'apprentissage. Beaucoup travaillé sur cette question des stratégies d'apprentissage, qui montre qu'il n'y a pas effectivement deux individus qui développent la même stratégie d'apprentissage. Qu'à cet égard, on lui offre des parcours ou des moments individualisés est évidemment tout à fait salutaire. C'est non seulement salutaire, mais c'est une des conditions pour que, selon un faux vieux proverbe chinois, tout le monde arrive en haut de la montagne. Il faut beaucoup de chemin pour que tout le monde arrive en haut de la montagne. Bon. Et on peut se mettre relativement d'accord là-dessus. Mais il y a deux dangers à une individualisation qui ne serait pas simplement un accompagnement ou un moment dans l'apprentissage, mais qui deviendrait un système. Le premier danger, c'est l'enfermement. Quand nous devons permettre aux gens d'élargir leur panoplie méthodologique individuelle, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans une seule manière d'apprendre, eh bien, il ne faudrait pas que l'individualisation produise l'effet inverse, c'est-à-dire enquiste les sujets qui apprennent dans une seule et unique manière d'apprendre avec laquelle ils se trouvent relativement à l'aise. Il faut au contraire ouvrir l'horizon et leur faire agrandir leur palette méthodologique. Le deuxième danger, et il est très fort aujourd'hui, c'est que l'individualisation développe et s'engraine sur l'individualisme, c'est-à-dire sur un système qui bannit le collectif, les interactions entre pairs, et qui traite la formation des personnes sur un modèle que nous connaissons bien, qui est le modèle de la centrifugeuse scolaire, détection, dérivation. Le principe d'une centrifugeuse, vous le connaissez bien, c'est une machine qui tourne et qui éjecte à l'extérieur. Et elle crée en son centre ce que l'on appelle, au sens physique propre du terme, une dépression. Or, il ne faudrait pas, à cet égard, que nos institutions de transmission, nos institutions culturelles, créent en permanence des dépressions dans les lieux qui devraient au contraire être des lieux d'inclusion. Un enseignant du premier degré me disait récemment, quand je vois tout ce qui m'arrive en termes d'évaluation, d'individualisation, etc., je me demande parfois si la classe n'est pas devenue le lieu où l'on évalue pour savoir si les gens ne seraient pas mieux ailleurs. C'est-à-dire que le modèle implicite qu'il y a derrière cela, c'est qu'au fond, le collectif apprenant est vidé de sa substance et que l'on met en place un système de tests, identification, diagnostic, dérivation, emprunté très largement au modèle pharmaceutico-médical occidental, bien occidental, parce que c'est un
modèle particulier, le modèle de l'homme-machine de la maîtrise, qui fait que finalement, on aboutit à une juxtaposition d'externalisation successive vers des traitements totalement individuels qui font perdre le sens de ce qui fait société et de ce qui fait une société apprenante. Alors j'entends, je reviens là, Michel Serres, les sirènes qui nous disent oui, bien sûr, mais au contraire, le numérique c'est ce qui met en relation. Je l'entends et je suis prêt non seulement à l'entendre, mais à le considérer et à le regarder de près, à condition que le mot relation soit associé à interaction, que le mot interaction soit associé à interaction cognitive, que le mot interaction cognitive soit associé à progrès cognitif, et que tout cela soit associé à la capacité à faire penser et à produire collectivement et pas seulement individuellement. La question du e-learning, c'est donc celle aussi, mais vous le savez, c'est pour ça que j'enfonce des portes ouvertes, de la complémentarité entre le face-à-face avec l'écran d'un côté et l'interaction avec les pairs et les formateurs de notre côté. Cette complémentarité ne va pas de soi. Elle est souvent pratiquée, dans ma propre université, plutôt sur le mode de la juxtaposition que sur le mode d'une véritable réflexion sur la nécessité d'articuler les deux approches. On se donne bonne conscience en faisant un peu de présentiel de temps en temps, présentiel qui est d'ailleurs paradoxalement très archaïque, où on refait des cours magistraux sur un modèle complètement traditionnel, pour s'exonérer, ou pour en quelque sorte se faire pardonner de faire du e-learning à côté, quoi. Et on juxtapose les deux dans une espèce de cohabitation qui, à mon avis, n'est pas suffisamment réfléchie, théorisée et structurée. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je sais que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous ne faites pas ça et que vous réfléchissez à ces problèmes. Donc d'une certaine manière, vous n'êtes pas concerné par ce que je dis. Mais je pense que vous pouvez être le sel de la terre, puisque vous réfléchissez à ces questions, pour porter ces questions auprès de ceux qui s'engouffrent dans des conceptions que je trouve un petit peu simplistes et qui considèrent que parce qu'ils ont fait 2 jours de présentiel où ils ont fait venir un conférencier et fait un vague travail de groupe où on a dit aux gens exprimez-vous entre vous sur ce que vous avez vécu pendant le mois qui vient de se passer, on a réglé son compte au collectif et qu'on peut ensuite ne plus faire que de l'individuel. Je crois qu'il y a là des questions sur lesquelles il faut réfléchir, qu'il faut évidemment poser. Je conclus très vite en disant que, évidemment, j'ai forcé le trait. J'ai forcé le trait et j'en ai parfaitement conscience. Je vous l'ai dit, j'ai pratiqué un peu cette candeur calculée qui fait semblant de croire que les gens ne savent pas ce qu'on leur dit pour pouvoir le leur redire. J'ai fait un peu de candeur calculée pour pousser un petit peu la balle un peu loin et, comme le disait Descartes, tordre le bâton dans l'autre sens. Parce que, et le rappel à Descartes n'est pas ici inutile, quand un bâton est tordu, disait Descartes, il ne suffit pas de le remettre droit pour qu'il devienne droit. Il faut le tordre dans l'autre sens pour qu'il revienne droit. De temps en temps, face à un certain nombre d'emballements, il convient de tordre un peu le bâton dans l'autre sens, en étant conscient qu'on durcit le trait et qu'on le fait d'une manière un peu excessive pour permettre au bâton de redevenir droit. Alors oui, vous faites bien d'investir dans le e-learning parce que vous y poserez sans cesse ces questions, parce que vous y ferez vivre la réflexion pédagogique et que vous ne l'abandonnerez pas, et ça c'est très important, aux simples marchands et commerciaux. Alors merci de cet investissement dans la pédagogie, il me paraît absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, je suis très heureux de participer à vos journées. Merci de votre attention.